Salut, c'est Jabo. Maintenant que les salles sont rouvertes depuis un petit bout de temps, les gros films américains commencent à débarquer. Et bonne nouvelle, dans cette petite vague, il y a un post-apo d'épouvante qui était assez attendu, qui est Sans un bruit 2, qui est réalisé par John Krasinski. Pourquoi c'était si attendu? Déjà parce que c'est un des seuls films américains du moment qui n'est pas déjà sorti sur le marché local il y a quelques mois, pendant la pandémie, quand nos salles étaient fermées. Donc il n'y a pas eu de piratage, il n'y a pas eu de promotion qui était un peu trop anticipée, il n'y a pas eu des gens qui l'ont vu 5 mois avant et qui ont un peu gâché la surprise aux autres. C'est une vraie découverte, on peut le dire. C'est aussi parce que le premier avait très bien marché. En fait, on peut même dire que c'était un méga carton, hein. Il est sorti d'un peu nulle part avec un budget de 17 millions, ce qui en fait vraiment une petite série B sur l'échelle hollywoodienne. Et il avait rapporté un peu partout dans le monde 340 millions de dollars, tranquille. Et pour que vous sachiez un peu d'où on part en fait, avant de nous écouter parler de sa suite logique, je vais en parler un peu du premier film, dire ce qu'on en a pensé, et je le dis, pour nous, ce succès, il était mérité. Krasinski, il a vraiment surpris parce que tout ce concept, il tenait dans un coup de poker technique, et il a vraiment été à la hauteur. Sa mise en scène créait vraiment du suspense, le scénario en faisait juste assez, et surtout, il y avait un travail sur le sound design qui était vraiment bluffant. Certains lui reprochaient de ne pas aller au bout de son idée, en utilisant beaucoup de musique extra-diégétique, donc de musique qui est en dehors de la fiction, mais c'est justement pour moi ce qui fait sa force, c'est-à-dire qu'il ne se sacrifie pas complètement sur son concept, il veut avant tout se dédier entièrement au suspense et à ses personnages, ce qui est mine de rien assez rare. Et puis franchement, voir le Jim de The Office en survivant de l'extrême, c'était assez amusant, on va pas se mentir. Donc, étant donné qu'il rempilait, avec un budget qu'on devine très vite beaucoup plus élevé, et en plus l'arrivée de Cillian Murphy, qui en général est quand même synonyme de bonne surprise quand on parle de cinéma de genre, je vais pas vous rappeler les films de Danny Boyle 28 jours plus tard et Sunshine, qui sont tous ses meilleurs films avec Cillian Murphy. Voilà, étant donné tout ça, il y avait de quoi être enthousiaste. Mais d'un autre côté, il y avait aussi de quoi être inquiet, parce que quand tu t'éloignes du principe du premier, c'est très compliqué d'être novateur. Et ce handicap, le film en fait à la fois sa force et sa faiblesse. Donc d'abord, pourquoi il en fait sa force? Déjà, il est conscient de son premier problème, c'est-à-dire que dans le premier, il avait la bonne idée de très peu montrer les créatures jusqu'à la dernière scène, ce qui donnait l'impression vraiment que le moindre son emportait simplement. Et dans le deuxième, c'est plus vraiment une mécanique sur laquelle il peut compter. Du coup, il débute son film sur une séquence où on en prend plein la gueule. Et cette séquence, elle rassure beaucoup parce que c'est un peu une démonstration de son savoir-faire dans l'action dont il va devoir faire preuve, étant donné que la partie un peu d'épouvante, elle est un peu gâchée par le premier. Donc son découpage en fait jamais trop, il évite de trop tomber dans l'emphase avec ses mouvements de caméra, ce qui est très sage quand la meilleure chance des personnages, c'est de pas bouger. Krasinski, il sait qu'on connaît tous le design des bestioles, qui sont d'ailleurs pas super originales, même les genres d'oreilles là, elles font vachement penser au Beowulf de Zemeckis. Mais on sait, il sait qu'on connaît le design, donc il nous les balance à la tronche dans une démonstration technique qui est franchement de haute volée. Et cette intro, techniquement, elle est à l'image du premier et donc du second film, c'est-à-dire qu'elle est super maîtrisée. On a vraiment un très beau rapport entre l'action et la tension, quelques idées de mise en scène qui accompagnent les moments les plus exaltants, et une spatialisation plutôt bien foutue, surtout que la scène est assez complexe au niveau de la configuration. Donc ouais, c'est plutôt bien foutu la plupart du temps, mais bon, je vais revenir là-dessus plus tard. On retrouve cette idée que tout se fige visuellement lorsque le monde est silencieux, mais dès que le bruit intervient, les personnages ont d'autres choix que bouger, et la réalisation avec elle. Et donc oui, la réalisation suit ce mouvement avec une certaine célérité, et quelques travelling qui sont très bien pensés. Et du coup, vivre dans ce monde, c'est alterner en permanence entre ces deux états. Et le fait qu'il emprunte beaucoup au road movie désormais accentue encore plus cet effet de saccade qui est assez efficace. Du coup, outre la scène d'intro qui est vraiment très cool, même peut-être la meilleure en fait, plusieurs séquences arrivent vraiment à créer du suspense. D'autant que narrativement, les événements de la fin du premier séparent un peu tout ce petit monde, ils éclatent la famille, ce qui en rajoute encore un tout petit peu au sentiment d'insécurité. Et chaque personnage a sa propre faiblesse, ce qui fait que seul, il galère vachement plus. Et c'est vraiment une très bonne idée. Plutôt que de rendre ces personnages bien plus puissants, ce qui correspond finalement à l'idée du bigger and louder des suites hollywoodiennes, Krasinski et Brian Wood, qui est son co-scénariste, ils préfèrent les affaiblir en lien avec les événements du premier. Et ça rend l'exploration du monde extérieur, qui était donc inévitable bien sûr dans ce second opus, beaucoup plus inquiétant. Et le plus intéressant, c'est que même si on a vu qu'ils ne pouvaient survivre qu'ensemble,
L'enjeu, il n'est pas dans leur réunion, leur formation à nouveau en tant que famille, ce qui est, encore une fois, un trope hollywoodien qui est très très classique. Non, non, là l'enjeu, c'est d'apprendre à survivre par soi-même, ou presque, parce que le récit se scinde vite en eux, et qu'on doit donc se contenter d'un montage alterné. Du coup, c'est cette façon de détricoter le côté exaltation de la famille du premier qui me plaît perso. Enfin, je dis qu'ils doivent se débrouiller seuls, mais ils sont surtout en duo. Je vais pas les détailler parce que j'aimerais vraiment en dire le moins possible et préserver la surprise. Mais même si les scénaristes s'amusent un peu à déconstruire le groupe qu'ils ont constitué, il y a toujours l'idée que la collaboration humaine c'est la clé, etc. Et on n'abandonne pas non plus complètement la piste familiale parce que c'est évident, et vous l'avez probablement deviné, Cillian Murphy joue les pères de substitution. Mais je vais revenir là-dessus aussi. Reste que cette idée narrative, elle évite de se reposer sur ses lauriers et elle continue à donner au spectateur une impression de fragilité, une impression qu'il avait un peu mis derrière lui à la fin du précédent film. Et ça, c'est aussi grâce à des effets spéciaux qui servent surtout à faire des humains des genres de poupées de chiffon. Déjà dans le premier, le fait qu'on voyait assez peu les bestiaux, ça donnait un effet qui était très efficace, c'est-à-dire que les mecs étaient un peu happés hors cadre. Et dans le deuxième, vu qu'il les montre beaucoup plus, les meurtres sont souvent dans le cadre. Et c'est plutôt bien foutu parce que le film est classé PG-13, un classement que les studios veulent avoir en général et que Paramount doit grandement apprécier, être rassifié de la sorte. Mais il fait quand même état d'une grande violence, puisque le moindre bruit, ça peut faire projeter et éclater quelqu'un contre un mur. Et grâce au CGI, on a vraiment une impression d'une force qui est si balèze que si elle t'attrape, tu deviens un ballon en plastique. Et tout le monde peut y passer. Du coup, c'est pas gore en soi, mais la menace que constituent les monstres, elle est assez tangible pour que dès qu'ils passent du second au premier plan, donc à côté des personnages, on serre un peu les fesses. Donc c'est un principe qui démontre toute son efficacité dans le dernier acte du film, dont je parlerai pas, mais ceux qui l'ont vu au moment où ils regardent cette vidéo, ils voient très bien de quoi je veux parler. Donc oui, Sans un bruit 2 a une réalisation qui est très maligne, une gestion des effets spéciaux qui est pas bête du tout non plus, il y a quelques idées narratives qui sont très très intéressantes, mais bon, le fait est que son statut même de suite lui tire en permanence dans les pattes, parce que soyons honnêtes, faire une suite à un high concept pareil, c'est vraiment pas facile. Clairement, l'univers de Sans un bruit est marché surtout parce que c'était pas loin du huis clos, ce qui était suffisant pour la suspension d'incrédulité, mais le problème c'est que quand tu sors de ce microcosme, plus rien ne fait trop de sens, il y a plein de situations qui se contredisent, et tu te poses beaucoup trop de questions pour vraiment accorder une crédibilité à l'univers. Comment les bestioles elles repèrent les bruits spécifiquement humains, comment elles repèrent pas les animaux, pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas, pourquoi certains bruits fonctionnent, d'autres non, ça a vraiment assez peu de sens. Et même le MacGuffin de cet épisode, donc l'objet sur quoi tout repose plus ou moins, il te fait poser plein de questions, tu te dis non mais comment l'humanité entière elle a pu sombrer sans penser une seule fois à ça. Donc ouais, le concept se fissure un peu de toutes parts. Et en soi, en plus, Krasinski, il reste assez sage vis-à-vis de son principe, c'est-à-dire que jamais il le fait voler en éclats, il l'étend juste sur un espace et une temporalité qui sont beaucoup plus larges, ce qui marcherait très très bien si tout reposait pas sur un concept qui est entièrement dédié au suspense et à rien d'autre. Il repose quand même largement sur un univers qu'il a créé et qui veut pas trop martyriser. Et les personnages de Cillian Murphy, il incarne ça à lui tout seul, sur son jeu d'acteur, il n'y a rien à dire, il est toujours autant charismatique. Mais il joue quand même un peu les remplaçants, et c'est quand même une tentative assez évidente de rejouer le trauma du premier film. Du coup, il est affublé d'un arc narratif qui s'intègre quand même très maladroitement au reste, et qui parasite même ses qualités. Pour moi, il y a un exemple qui est vraiment frappant, c'est la scène que je vais appeler, avec beaucoup d'originalité, la scène du ponton, pour pas spoiler. Et jusqu'ici, les séquences, elles sont vraiment efficaces en matière de tension, il y a une scène dans un train qui est très très cool, mais là, ils veulent concrétiser sa psychologie. Et au niveau de la structure visuelle, tout s'effondre, on a vraiment du mal à repérer qui fait quoi, et la mise en scène, qui est d'habitude vachement bien foutue, elle déconstruit complètement les rapports spatiaux entre les personnages, et c'est vraiment la confusion. C'est une preuve de plus qu'avec même une vraie maîtrise derrière, étaler un concept unique sur plusieurs films, c'est super complexe, surtout quand on veut éviter de casser le dit concept. Donc vous l'aurez conclu vous-même, moi j'ai passé un plutôt bon moment devant Sans un bruit 2, c'était sympa. Parce que c'est un film qui sait mettre en scène sa menace avec dextérité, genre vraiment, qui sait toujours venir chercher le spectateur sans jamais trahir ses personnages, donc qui sont les qualités du premier film. Mais malheureusement, les qualités du premier film, elles suffisent pas pour étendre à ce point l'univers. Donc voilà, c'est un avis très très simple, j'en conviens, mais le film il l'est aussi, et tant mieux.
Il a pas mal divisé à la rédaction, hein, donc si vous voulez tout savoir, Simon et moi on l'a plutôt apprécié malgré ses défauts, et Geoffrey pas du tout. Donc si vous devez insulter quelqu'un dans les commentaires, c'est sur lui qu'il faut se défouler. Mais ça prouve surtout que la proposition, elle va pas plaire à tout le monde. Moi j'ai vraiment hâte de voir de futurs films de Krasinski en tant que réalisateur, j'ai hâte de le voir s'attaquer à d'autres univers, à d'autres concepts, parce que je pense qu'il a beaucoup de talent. Par contre je suis pas nécessairement chaud pour voir un autre Sans un bruit, même le spin-off de Jeff Nichols. Parce que je pense que c'est un univers qui est déjà allé au bout de ce qu'il pouvait produire. Voilà, c'était mon avis sur Sans un bruit. Je l'ai vu il y a un peu de temps, parce vu qu'on revoit les films qui sortent en salle, on reprend un peu le rythme des projections presse. Du coup, des fois, il y a des gros délais entre nos avis et la sortie des films. J'espère que vous nous pardonnerez ça, s'il vous plaît. Sinon, n'hésitez pas à venir nous lire sur le site et surtout en commentaire venir nous dire si vous avez apprécié ou pas le film. Je suis vachement intéressé de savoir ce que les gens vont en penser, parce que je pense que c'est pas un film qui va faire complètement l'unanimité pour ou contre lui. Ça risque d'être très intéressant. Sur ce, je vous dis salut, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner sur le site et sur YouTube. Salut!